Bonjour Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un photographe américain qui a arpenté les nuits de New York à la recherche de crimes et délits en tout genre, et c'était dans les années 39 à 50. A tout de suite. Ce photographe s'appelle Arthur Felig, plus connu sous le nom de Vigi. C'est un photographe qui est arrivé à New York à l'âge de 10 ans. C'est un fils d'émigré, il venait d'Autriche. Son père était rabbin. Et c'était une famille très pauvre, qui avait beaucoup de difficultés à survivre, et qui vivait dans une chambre, pratiquement une seule chambre, ou qui était ni chauffée. Alors l'hiver, évidemment, ils avaient très froid, parce qu'à New York, il fait très froid l'hiver. Et l'été, ils crevaient de chaud, au point que souvent, ils dormaient dehors. D'ailleurs, tous les enfants du quartier, qui étaient tous évidemment très pauvres, étaient souvent abandonnés à la rue, et on les voyait souvent, il n'était pas rare de voir des enfants dormir dans la rue ou dans les cages d'escalier. Il s'en souviendra lorsqu'il commencera à faire ses photos. Alors pour survivre et aider ses parents à gagner un peu d'argent, il s'est mis à faire plein de petits boulots, et notamment il vendait des bonbons. Ça, il a commencé à vendre des bonbons, il allait acheter en gros des bonbons et puis il les revendait à la pièce. Et un jour, il a rencontré un photographe qui faisait des portraits d'enfants avec un poney. Il les mettait sur un poney, faisait des portraits, et a priori ça marchait, ça avait l'air de marcher. Alors ça lui a donné cette idée de faire la même chose. Il est allé s'acheter un poney, enfin à crédit, enfin plus ou moins prêté. Pareil pour un appareil photo qu'il a pris à crédit, et il a commencé à faire des photos. Et là, la passion l'a prise. Et il a trouvé que la photo, ça y est, c'était son truc. Plus tard, il dira que dans les veines, il n'avait pas de sang, mais du fixateur. Le produit qui sert dans les développements des films et des tirages photos. Il a commencé, et ça marchait très bien. Il a commencé à ramasser pas mal d'argent. Il a remboursé petit à petit son appareil photo. Et par contre, le poney, ça commençait à lui coûter un peu très cher d'entretien et tout ça, donc il a revendu le poney. Il a continué à faire des photos, et il a trouvé un boulot dans un studio, un petit studio, qui faisait des portraits, mais aussi qui servait à faire des photos publicitaires pour les magasins, et notamment pour les entreprises funéraires. Et donc on lui demandait souvent d'aller faire des photos. Alors il faisait des photos des plaques mortuaires dans les cimetières, et aussi des photos de cercueils, comme quoi déjà il y avait une prédestinée à tout ce qui allait toucher la mort. Alors c'était aussi quelqu'un qui était insomniaque, qui ne dormait pas. En plus, comme là où il vivait c'était tout petit, il était tout le temps dehors, et donc la passion de la photo l'avait prise, hein. Et avec l'argent qu'il a gagné dans ce studio, et la manière dont il a appris aussi à faire des tirages et tout ça, il s'est acheté un appareil photo, cette fois de grande qualité, puisqu'il a acheté une Speed Graphic, cette chambre photo qui utilisait des films 4-5 inches, qui étaient situés dans des châssis, je vais y arriver. Chaque châssis, il y avait deux recto verso, des plans films, hein. Et il a commencé à faire des photos avec ça, et comme il faisait ça, il faisait des photos que la nuit, il a acheté aussi un flash. Et à l'époque, c'était vraiment encore les flashs avec la poudre, comme on voit dans les films américains, où on allumait, pof, le flash il partait, ça faisait de la fumée, ça faisait beau. Et là commençaient les nouvelles flashs. Alors bien sûr, ce n'était pas les flashs électroniques de maintenant, c'était des flashs avec des ampoules, une ampoule flash. Alors ça me fait penser aux petits appareils Instamatic qu'on vendait là, il y a quelque temps encore, où il y avait un cube comme ça, où il y avait 4 petits flashs. Chaque fois qu'on faisait une photo, paf, le flash partait, puis le cube il tournait, on arrivait à faire 4 photos. Alors lui, c'était des lampes plus grosses, évidemment, mais chaque photo, il fallait qu'il change la lampe. Donc vous voyez, c'était quand même pas... Il a commencé à arpenter les rues la nuit, à rencontrer un peu tous les marginaux du coin, et évidemment à tomber sur tout ce qui se passait de négatif, notamment les crimes, les délits, parce que
évidemment, c'était des quartiers assez malfamés. Il a commencé à faire beaucoup de photos. Il s'est aperçu que ces photos pouvaient être vendues, mais qu'il fallait être très réactif parce qu'il n'était pas le seul à faire ça. Alors il a eu l'idée de se mettre en combine avec les pompiers, les flics et les ambulanciers qui venaient quand il y avait des délits, et d'accepter qu'ils, par exemple, ils développent directement les photos qu'ils faisaient dans l'ambulance ou dans la voiture de pompiers qu'il y avait là. Comme ça, il avait tout de suite les photos. Il avait même une machine à écrire, et il tapait le texte et il filait vendre ses photos au magazine. Petit à petit, il est devenu une figure incontournable du quartier, c'est-à-dire les flics le voyaient tout le temps, les pompiers, tout ça, et donc il y a eu beaucoup de sympathie, au point qu'à un moment donné, il a obtenu de la police, il était le seul à avoir obtenu, ils lui ont donné une radio à ondes courtes qui captait les messages que recevait la police. Ce qui fait qu'il était au courant, en même temps que la police, de tout ce qui se passait dans le quartier, notamment les crimes évidemment et tous les délits, et ça lui permettait d'être le premier sur le coup. Alors comme en plus il vivait la nuit, il a décidé d'acheter une voiture, une Chevrolet, il a acheté une Chevrolet, une vieille Chevrolet, et à l'intérieur de la Chevrolet, dans le coffre, comme on voit l'image, il a installé carrément son studio. Donc là, il y avait ses pellicules, ses châssis, il avait ses lampes flash, il avait des vêtements de rechange, il avait de la bouffe, notamment il adorait le salami, et il avait aussi sa fameuse boîte de cigares, on le voit tout le temps avec sa boîte de cigares. Et il y avait cette radio qui était là, qui balançait les appels de la police. Il dormait carrément sur place, devant, sur le siège de devant. Il était donc souvent le premier arrivé sur le coup. Il a fait des milliers de photos, puisque lui-même dit qu'en 10 ans, il a fait plus de 5 à 6 000 photos de crimes et d'accidents et de morts, de photographies de morts. Il disait que la mort était son business. Où il est devenu très rapidement très célèbre, au point que il a même sympathisé avec les gangsters. On le voit, il fait les photos des gangsters qui se font arrêter, le gangster il sourit devant l'appareil, est-ce qu'il est content que Vigil le photographie. À un moment on disait, dans le monde des gangsters, qu'on n'était pas vraiment un gangster tant qu'on n'avait pas été photographié par Vigil. Et si en plus on était photographié par Vigil au moment où on se faisait arrêter, et après on se faisait photographier par Vigil au moment où on était mort, abattu par soit les policiers, soit des concurrents, alors là on était vraiment le gangster des gangsters. Il a continué comme ça à faire, plus ou moins quand même en galérant, parce qu'il faisait ses photos, c'était pas facile à faire, surtout que je vous rappelle, c'était quand il appuyait, il y a le flash qui partait, il fallait qu'il change la poule, et puis il fallait qu'il ferme son châssis, retourner le châssis, en mettre un autre, etc. Donc c'était les photos, il fallait vraiment qu'il aille vite. Alors il a fait aussi tous les déshérités du coin, il a photographié beaucoup de travestis, il a photographié aussi beaucoup de noirs, il était un des rares photographes blancs à être accepté dans la communauté noire. Il a fait beaucoup de photos dans les boîtes de jazz de noirs, il était un des rares à pouvoir faire cette photo. Petit à petit, il a accumulé énormément de photos, et il a été repéré par le musée national d'art moderne, et il a fait un livre qui a été un peu le déclenchement de sa célébrité. Quand on a vu ce livre et ces photos, cette exposition, tout le monde a trouvé que c'était extraordinaire, et il a commencé à avoir de plus en plus de gens qui demandaient, qui travaillent pour lui, que ça soit notamment Life, mais aussi étrangement Vogue, qui lui ont fait passer des commandes. Il a beaucoup travaillé pour Vogue, ce qui lui a permis évidemment d'élargir sa palette et de pouvoir faire beaucoup de photos. Alors, pour Vogue, il a fait aussi beaucoup de photos de célébrités. Et là, il s'est retrouvé dans l'autre monde, le monde des ultra-riches. Ça le gênait beaucoup, il n'aimait pas trop faire ça, et il avait toujours cette espèce de pensée de tout son passé de pauvreté.
Et il y a une célèbre photo, on lui avait demandé d'aller photographier des gens qui sortaient de l'opéra, des riches qui sortaient de l'opéra, alors qu'il fallait savoir que c'est pendant ce temps-là, l'Europe, le monde entier était en guerre, hein, et donc il y avait quand même des gens riches qui allaient tous les soirs à l'opéra à New York. Donc ça l'a un peu gêné, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une clocharde qui traînait dans le coin, il a embarqué avec lui dans sa voiture, et au moment de photographier les gens qui sortaient, dont les riches couvertes de bijoux qui sortaient avec leurs manteaux de fourrure et tout ça de l'opéra, il a placé la clocharde à côté d'elle, et il a fait cette célèbre photo où on voit cette espèce de confrontation hallucinante. Alors évidemment c'est une photo un peu bidonnée, hein. D'ailleurs on l'a accusé à un moment donné un peu souvent de faire ça, même quand il photographiait des cadavres, des fois il arrangeait un peu pour que ce soit plus intéressant. Voilà, c'était un personnage assez étonnant qui à la fois était vraiment imbu de sa personnalité. D'ailleurs, quand il donnait des tirages à la presse, toujours il est tamponné avec un tampon. Cette photo a été faite par Willy, le célèbre photographe. D'ailleurs, je crois que là, sur ce livre-là, on le voit. On voit, vous voyez ici, crédit, photo, Viggi, The Famous, le célèbre. Alors voilà, mais en même temps, il était quelqu'un qui passait son temps à défendre justement les Noirs, les travestis, les prostituées, tous les gens un peu qui étaient, disons, mal considérés par la société américaine de l'époque. Alors il a rencontré, avec cette possibilité de travailler pour Vogue et pour Life, il a rencontré beaucoup de personnalités connues. Notamment, il a rencontré Andy Warhol, qui d'ailleurs après se servira des photos de Viggi pour faire pas mal de ses tableaux. Il était en admiration devant Viggi. Il a photographié Andy Warhol. Il a aussi rencontré Stanley Kubrick, qu'il a pris comme consultant pour ses films, notamment le fameux film avec la bombe atomique de Dr. Folamour. Il a photographié aussi Marilyn Monroe, il a photographié Mao, il a photographié plein de célébrités. Et petit à petit, il a un peu changé sa façon de travailler. Il a laissé tomber un peu toutes ces photos comme ça, de scoop, de meurtres dans la rue. Et il a commencé à faire des photos un peu, entre guillemets, plus artistiques. Il a commencé à faire des photos où il a des déformations, il déformait les visages au tirage et tout ça. Donc il a repris Brigitte Bardot, tous les gens, vous voyez, je vous montre les photos là, tous les Brigitte Bardot, Mao, etc. La reine Elisabeth aussi. Et puis il a aussi, on lui avait demandé à un moment d'aller faire des photos dans les cinémas. Et des gens dans les cinémas, il y avait quelqu'un qui lui avait demandé d'aller faire des photos d'amoureux dans les cinémas. Alors évidemment, avec son appareil, avec son flash, c'était quand même délicat. Donc il s'est mis à faire des photos à l'infrarouge, avec les pellicules infrarouges, et aussi les lampes flash qui balançaient que de l'infrarouge. Donc il pouvait travailler presque dans le noir absolu. Quand il déclenchait, on ne voyait rien. Et ça faisait ces célèbres photos. Donc je vous montre quelques photos, là, prises comme ça, à l'infrarouge, et les gens ne se rendaient pas compte qu'ils étaient pris en photo. Et on lui avait demandé... il avait fait pas mal de photos, ça plaisait assez, et on lui avait demandé de faire des amoureux, mais carrément en train d'avoir un acte sexuel dans le cinéma. Alors il a cherché, il ne trouvait pas, et puis au bout d'un moment il s'est dit, bon, je vais faire plus simple. Il a pris une prostituée, une copine à lui, et un copain, et il leur a dit, vous allez dans le cinéma, puis vous faites votre petite affaire, et moi je ferai les photos. Donc vous voyez, c'était encore une photo... plus ou moins bidonné. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, quand il faisait ses photos dans les cinémas, il s'était rappelé que quand il était petit, il vendait des bonbons. Alors, pour être plus discret, il avait, vous savez, l'espèce de panier là, des ouvreuses, tout ça, pour vendre des bonbons. Et il les vendait vraiment. Parce qu'en plus, il disait que ça lui faisait un petit bénéfice en vendant les bonbons. Donc ça, c'était le personnage de Viggi, qui était quand même quelqu'un d'assez extraordinaire. Alors, ces photos, il a fait des photos pratiquement... que la nuit, toujours la nuit, c'était vraiment... mais il a une des photos les plus célèbres de Viggi, c'est une photo qu'il a fait en plein jour.
étonnamment, il a photographié, alors vous voyez, c'est le livre, je vous montrerai, c'est cette photo sur la plage, en plein jour, de milliers, alors il paraît que c'était millions, mais bon, de milliers de gens qu'il a photographié. Donc je vous montre la photo là. Et alors sur cette photo, ce qui est incroyable, c'est que si vous regardez tous les gens, les milliers de gens qui sont sur la photo, ils regardent tous l'appareil photo, ils le regardent tous. Alors il était monté sur un immeuble et il faisait le pitre pour que en faisant comme ça, pour que tout le monde le regarde. Et si vous regardez cette photo, elle est dingue parce que tout le monde le regarde, comme si c'était lui la vedette. Voilà, ça c'était Viggi. Alors voilà, donc un peu ce photographe que moi j'admire. Hein. D'ailleurs, il a été pour moi une source importante d'inspiration, surtout à l'époque où je travaillais pour Géo, où un de mes copains de lycée m'avait dit, tu sais Michel, tu devrais faire un sujet sur la police scientifique, parce que ça n'a jamais été fait et ça serait intéressant. Et du coup, on a proposé ça à Géo et ils ont été d'accord pour que je fasse la police scientifique. Et pendant plus d'1 an, j'étais avec toutes les équipes de scientifiques et un peu comme Viggi, mais avec toute modestie, les flics avec qui j'avais sympathisé m'appelaient quand il y avait quelque chose qui se passait. Alors moi, j'avais pas la radio à onde courte, mais c'est eux qui m'appelaient, ils venaient me chercher et on allait faire des photos quand il se passait des trucs absolument dingues. Et un jour, alors d'ailleurs je l'ai encore, j'avais le brassard là, vous voyez, je me baladais avec le brassard, d'ailleurs je peux encore m'en servir hein, si je veux, du labo scientifique. Et un jour, c'était au mois de janvier, en plein hiver, il m'appelle en me disant, tu sais Michel, il y a un truc super là, il y a eu un meurtre dans une cité en banlieue, là, on t'amène si tu veux. Donc on y va, on arrive là-bas, c'était dans un étage, et il y avait 2 adolescentes d'une 15aine d'années qui avaient mis le feu, arrosé leur père d'essence, et mis le feu parce que ce père passait son temps à les violer. Et donc, on est rentré dans la pièce, les 2 adolescents étaient là, et le père était complètement calciné, vous voyez la photo là, on voit bien, hein, il est par terre là, Et ce qui est hallucinant, c'est que dans des moments comme ça, d'un coup on n'est plus dans la réalité là. Moi, quand je suis arrivé là, les 2 policiers qui étaient avec moi ont sorti une vanne plus ou moins vaseuse en disant « Ah, ça nous réchauffe, il fait bon, maintenant il fait chaud », parce qu'évidemment toute la pièce avait brûlé. Et moi, ce que j'ai pensé quand j'ai vu ça, ce corps-là, j'ai pensé à ma grand-mère qui, quand elle le faisait, elle attrapait le poulet, elle les plumait et elle le passait sur le gaz, à la flamme du gaz. C'était cette odeur de brûlé comme ça, de poils brûlés. Donc vous voyez, c'est horrible, mais c'est bizarre parce que il se passe des trucs vraiment bizarres quand on fait ce genre de photos. Donc voilà un peu ce que je voulais parler de Viggi. Alors évidemment, il n'était pas le seul à faire des photos, mais il était très jaloux de son quartier. Et souvent, quand il y avait des jeunes qui voulaient se lancer, il les envoyait ailleurs, là où il ne se passait rien. Et il voulait un peu garder le monopole il n'était pas très partageur, disons. Alors, si vous êtes intéressé par Viggi, évidemment, il y a plein de livres, vous voyez, j'en ai là, il y a plein de livres qui sont sortis sur lui. Alors, je vais un peu vous les présenter rapidement. Alors, vous avez Viggi People, un petit livre, voilà, moyen, hein, je dirais. Oui, mais surtout, vous avez aussi pour les petites bourses, dans la collection Photo Poche, il y a le Viggi. Alors, vous voyez, on voit le pistolet parce qu'il photographiait aussi pas mal de choses comme ça, plus ou moins pour lui. D'ailleurs, cette photo, Andy Warhol s'en est servi pour faire certains de ses tableaux. Donc ça, c'est pas très cher. Vous avez aussi Viggi par Viggi. Il a écrit son autobiographie. Et d'ailleurs, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on lui avait aussi demandé, je crois que c'était pour Vogue, de photographier des grands photographes. Alors c'était marrant parce que lui, les photographes, ça ne l'intéressait pas vraiment. Mais il avait rencontré Philippe Halsman. Et le jour de la prise de vue, il a fait des photos de Pizzamma. Et Halsman l'a photographié lui. Donc la photo qu'on voit là, c'est Halsman qui l'a fait. Lui, évidemment, c'est lui, hein, Viggi.
Et là, vous voyez, il avait abandonné sa speed graphique il était passé à l'Hasselblad, qui était quand même beaucoup plus pratique, parce que dans les années après 50, il a commencé à travailler avec un 6.6, un Rolleiflex et après un Hasselblad. Donc ça, c'est sa biographie. On voit là le fameux tampon qu'il mettait. Voilà. Sinon, si vous voulez, il y a aussi un DVD, Viggi, qui est vachement intéressant parce qu'on parle de lui, on montre, il y a aussi des galeries de photos, c'est vraiment très intéressant. Mais surtout, si vraiment vous voulez tout connaître sur Viggi, le livre qu'il faut absolument que vous ayez, c'est Viggi New York, voilà, aux éditions, alors, Schremer Artbook, et là vraiment c'est un super livre, et là vous avez toutes les photos, les fameuses photos de Viggi, à la fois les photos de crime, à la fois les photos qu'il faisait dans les cinémas, dans les boîtes de nuit. Vous avez toutes les photos, les people, etc. etc. C'est vraiment un très 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 beau livre. Alors, Viggi, il a aussi été publié en bande dessinée. Alors il y a Max de Radiguez et Walter Manner, excusez-moi de la prononciation, ont sorti aux éditions Sarbacane, Viggi, serial photographeur, et on voit la bande dessinée, on raconte toute l'histoire de Viggi, c'est assez précis, assez chouette, hein, c'est vraiment très, très bien fait, et à la fin il y a même quelques photos de lui, on revoit encore les photos, notamment encore celle-là, vous voyez, sa chambre, et puis là où il travaillait avec sa Chevrolet. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui est un peu, entre guillemets, un peu sordide, un peu les trucs de crime, il y a aussi un autre livre qui est sorti aux éditions de La Martinière, Scènes de crime à Los Angeles, où là, c'est des photos, alors là, on n'est plus à New York, on est à Los Angeles, et là, évidemment, c'est des photos plus ou moins de gens inconnus, mais pas de Viggi, évidemment. Pareil, c'est toujours des histoires de meurtres. On voit, vous voyez, c'est vraiment, c'est un très beau livre. Hein. C'est très intéressant. Enfin, il faut aimer. Hein. Donc ça, je vous laisse, vous voyez, voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer de ce photographe que j'ai toujours admiré, qui était à la fois très ambigu, très imbu de sa personnalité, mais aussi toujours près des pauvres gens et des gens un peu, entre guillemets, qu'on dit qui sont pas normaux, qui sont pas dans la lignée, là, et qui ont montré un portrait de New York. En fait, Viggi a fait le portrait de New York des années 1930, 40, voilà. Il est mort en 68. Et évidemment, tout le monde maintenant a considéré que c'est un très 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 grand photographe, pratiquement le seul grand photographe qui faisait ce genre de scoop comme ça la nuit et tout ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, que vous verrez si vous pouvez vous documenter un peu pour en savoir plus sur lui, parce qu'il a quand même eu une vie assez dingue. Hein. C'était aussi quelqu'un qui jouait du violon, il adorait jouer le violon et écouter la musique classique quand il n'écoutait pas les ondes courtes des policiers. Voilà, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu, je prépare le Mac Photo 2 février qui va sortir bientôt, et puis portez-vous bien, et voilà, et faites attention de ne pas vous faire descendre dans la rue la nuit. Allez, je plaisante, hein. À bientôt.